Et il a déjà pris place sur notre beau plateau que je venais de présenter. Bienvenue Romain Biessy, vous êtes secrétaire confédéral Habitat. Et nous allons parler avec vous du Conseil social de l'Union sociale pour l'habitat. Question un peu brutale, à quoi sert-il? Mais on va être là pour en parler. Et surtout, on va parler de ses avis, de la manière dont il suit l'actualité du logement social. Évidemment, retour de Bordeaux, vous avez beaucoup à dire. Vous aussi, c'est donc une instance de représentation, d'expression de tous les partenaires du logement social. Est-ce qu'on peut, pour faire peut-être un peu rapide, mais le comparer au Conseil social et environnemental national français, avec les instances citoyennes, des représentants de la profession? C'est très flatteur. Et des valeurs, Voilà, et des valeurs républicaines. Non, c'est très flatteur et la comparaison est tout à fait juste. On a une influence au sein de la famille HLM. On cherche à produire de l'intelligence et à porter la réflexion de l'ensemble des acteurs de la famille. Mais oui, en tous les cas, introduire la question sous cet angle-là, je peux ça que vous dire... convient. Oui, voilà, c'est très flatteur. Ça vous va plutôt. Alors, on va voir avec vous peut-être plus en détail, vous les choisirez si vous le voulez, mais les thèmes abordés par les derniers avis du Conseil, vous en rendez à peu près en moyenne tous les... Alors en fait, le Conseil social est constitué de 5 collèges de catégories bien spécifiques, qui va de l'accompagnement, de l'insertion, de la représentation salariale, des habitants, des collectivités et des acteurs sociaux, économiques. Et la présidence du Conseil tourne tous les 2 ans. Voilà. Donc chaque président, en discussion formelle et puis en consensus avec les autres conseillers, choisissent une question. Une question d'actualité qui doit permettre d'interpeller l'environnement du mouvement HLM et puis aussi stimuler le mouvement HLM, le renforcer dans ses actions de progrès, dans ses actions de défense de l'intérêt général. Et puis, moi, j'ai terminé mon mandat, là, après 2 ans d'expérience passionnante au sein du Conseil. Et on souffre. En tous les cas, si on arrive à produire de l'intelligence, on devrait renforcer notre capacité à nous faire mieux entendre. À vous faire mieux entendre, mieux connaître aussi. Voilà. Et vous vous réservez aussi le droit d'être un peu critique, je veux dire, ou d'alerter sur des dispositions, alors pas seulement de l'État, mais même des décisions qui seraient prises au sein de vos organismes. Mais tous mes prédécesseurs, et même dans cette mandature, on a toujours eu à l'esprit d'alerter le mouvement, de poser fort une parole qui peut circuler au sein du mouvement où on voit en fait des tendances, des perspectives qui vont pas toujours dans le sens qu'on voudrait, et pour redresser un petit peu la barre, parce que en ce moment le mouvement HLM a été un petit peu perturbé bien bousculé, ces dernières années, bien bousculé. Il y a des tendances lourdes aussi, il y a des enjeux d'acteurs, bien sûr, comme c'est la vie, c'est normal. Donc il y a des rapports d'influence, et il est important que le Conseil rappelle ce qui a fait le fondement du mouvement HLM en France, ce qui a fait aussi le fondement de la fonction généraliste, et puis de la transmission pour les nouvelles générations, parce que le logement c'est déterminant, le vivre ensemble aussi. Voilà, et quand vous parlez du fondement, on parle bien sûr des valeurs de solidarité, des valeurs de solidarité, de présence, de mixité. De logement pour tous et de mixité. Et de mixité. Et de mobilité, c'est un des grands sujets d'actualité, non? La mobilité interne dans le parc social, vous êtes prononcé là-dessus. Oui. Et les travaux du Conseil, il y a déjà 3-4 ans, grosso modo, avaient mis en alerte les statistiques, parce qu'il apparaissait qu'à chaque locataire qui partait, les nouveaux locataires qui remplaçaient, c'était toujours des locataires un petit peu plus âgés, un petit peu plus pauvres. Et donc on est sur une pente glissante, où on aura du mal à terme à maintenir la mixité si on continue à avoir une société qui crée encore plus d'exclusion, et si on a un patrimoine social qui est réduit à sa portion congrue. Le parc social HLM en France ne peut être une fonction résiduelle. Et la tendance pourtant, si on regarde en face, de plus en plus, en réalité, et de plus en plus, puisque le parc s'appauvrit. Et c'est pas de la responsabilité des bailleurs. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est bien la société qui crée de l'exclusion et qui crée de la pauvreté. Donc à un moment, on est comme un signal d'alerte. Et donc, oui, pour répondre à votre question, les travaux, il y a 3-4 ans, avaient mis clairement en évidence qu'il y a 20 ans, on arrivait dans le parc HLM au début de fonder une famille. Voilà, avec évidemment le projet de... C'est-à-dire jeunes. Et Absolument. Maintenant, les délais d'attribution sont tellement longs dans les territoires tendus que quand on arrive dans le parc HLM, on a déjà une famille. Et donc les enfants ont déjà subi du mal logement avant. Bien sûr. Et surtout, le taux de rotation est le taux de rotation est effondré. Insuffisant. Totalement effondré. Parce qu'en alors, face, vous conseillez quoi dans ce domaine-là? Quelle est votre proposition ou votre avis?
Le mouvement HLM, le parc HLM, il n'est pas tout seul. Il fait partie d'un ensemble. Et l'ensemble, c'est l'ensemble de l'habitat. Et donc aussi la question du privé, de la régulation du privé, de la capacité du privé à jouer le jeu. Donc vous les interpellez clairement. Ah, mais on les interpelle clairement. Et on a besoin d'une politique de régulation ici, en France, et de tourner le dos à une politique du laisser-faire qui soutient la spéculation. Parce que. Mais la loi Elan est insuffisante, Romain Biessy? Elle n'a pas corrigé un petit peu le tir? On aurait dû déjà à la loi Allure, on aurait dû laisser la régulation du parc privé et l'encadrement des loyers se faire tel que c'était, déjà, à l'origine. Là, le gouvernement nous remet une loi d'encadrement des loyers sur le tapis, mais ça ne suffit pas, c'est portion congrue. Et puis je reviens d'un colloque dans le Pays Basque, on ne comprend toujours pas que l'agglomération de Bayonne n'ait pas eu l'autorisation de l'encadrement des loyers, alors qu'il y a un problème énorme d'accès au logement, d'accueil des publics saisonniers, et puis, ce qui paraît, la décision est refusée. Oui. C'est incompréhensible. Et pour vous, c'est vraiment un exemple... Ou en France, on peut dire qu'en dehors des territoires très détendus au fin fond de la ruralité, ou en France, on peut dire que le logement n'est pas maintenant devenu une principale préoccupation parce qu'il est devenu trop cher. Bien sûr. Donc il faut appeler des politiques qui réduisent la pression sur la valeur. Et je le dis, vous proposez des mesures, on ira plus au fond, là on n'a pas trop le temps de les détailler, mais enfin des priorités territoriales par exemple, enfin il y a pas mal de pratiques de gestion aussi que vous soulignez. Pour résumer les deux avis que j'ai eu l'honneur de diriger, on a travaillé la question sur la VFA. Alors la VFA, je voudrais qu'on en parle quand même, vendre l'état futur d'achèvement. Gros sujet, on en a beaucoup parlé au cours du congrès de Bordeaux encore. Oui, et on en parlera encore de plus en plus. Et le Conseil apporte une recommandation, et la principale. La question n'est pas de savoir si la VFA a bonne réputation, mauvaise réputation, si à tel endroit elle est plus chère, moins chère. C'est un des outils qui existent. Mais la recommandation... Mais elle comporte des risques. Elle comporte des risques, voilà. Et la recommandation, principal du Conseil social, c'est que pour bien acheter, il faut d'abord savoir bien construire. Et c'est pas la question de la VFA qui est déterminante, c'est le maintien de la maîtrise d'ouvrage direct, ce savoir-faire au sein des bailleurs. Si on le perd, on sera des acteurs sans force, sans capacité d'agir et d'influencer sur le territoire et sur les politiques d'aménagement du territoire. Donc là, vous dites la VFA, oui, bon outil. On dit mais c'est qui commande? C'est l'intérêt général. Et donc, c'est le service public. Oui. Et attention à ne pas... Moi, je suis partisan d'une alliance avec le parc privé, mais à condition que celui qui donne le là, c'est le service public. Bien sûr. Et ça, l'Europe ne l'interdit pas, je pense. C'est vrai. Mais alors, en fait, mais le courage politique le demande. Mais le courage politique le demande. On peut interpeller les candidats en demandant du courage politique pour avoir une régulation des parcs privés. Ce que vous faites très directement. Non, mais je vous en prie. Et en proposant là encore des mesures, notamment, vous pointez, mais ça a été dit, je crois, d'autres partagent cet avis, vous pointez le risque pour la maîtrise d'ouvrage, directe, qui doit rester, selon vous, un élément central de l'identité, mais qui est menacé. Qui est menacé, clairement. Clairement menacé. De toute façon, si on n'arrive pas à remplir des carnets de commandes pendant toute l'année, comment est-ce qu'on va faire pour maintenir le savoir-faire, la masse salariale à l'intérieur du bailleur? Il faut bien avoir de l'activité pour donner envie de montrer, pour donner envie aux acteurs de montrer leur talent et leur capacité d'agir sur le monde. Donc, moi, ce partenariat VFA, on m'explique que c'est bon parce que dans les territoires tendus, ça permet des micros implantations ou de la dentelle dans un cage escalier. Très bien. Là où le Conseil aurait pu aller plus loin, c'est de dire que quand on est dans la copropriété, on peut accepter de partager une copropriété avec un bailleur social, mais à condition que le bailleur social maintient ses 50% de tantième, parce qu'à la fin, c'est qui l'emporte, c'est toujours l'intérêt général par rapport à la décision individuelle. Et ça voyez notre pensée. Et ça doit rester comme ça, c'est très clair. Vous n'avez pas parlé de qualité environnementale des logements, on en dit un mot très, très rapidement. C'est quand même central aujourd'hui. Est-ce que ça l'est suffisamment? Quand je vous ai comparé, on a fait le rapprochement avec le Conseil économique et social. On se souvient qu'il y a maintenant un Conseil économique, social et environnemental. Vous n'avez pas ajouté encore l'environnemental au Conseil social de l'habitat? Pourquoi? Non. Peut-être un élément de génération et qu'il faut qu'on apprenne à évoluer et que c'est une nécessité. Mais le Conseil social a fini cette dernière année son nouveau modèle, nouveaux besoins. La conclusion de la conclusion, c'est que hier, la décision d'une opération dépendait principalement de l'équilibre de l'opération. Demain, il faut que cette notion d'équilibre d'opération soit jugée à la même hauteur du bilan carbone de l'opération. Il en revient notre responsabilité environnementale. C'est tout le bien qu'on souhaite au Conseil social de suivre cette direction. Merci beaucoup. Merci Romain Biessy.